Je suis Frédéric Elchelabi, maître de conférences habilité à diriger des recherches à Nantes Université. Mes recherches portent sur le Moyen Âge espagnol, mais aussi sur l'Espagne de l'époque moderne. Ma thèse s'intitule L'écriture de l'histoire dans les chroniques de Pierre Ier et de Pierre III. Je l'ai soutenue, cela fera 20 ans, à la fin de l'année, le 10 décembre 2003, à Sorbonne Université. Et j'avais deux co-directrices, Marie-Claire Zimmermann et Sylvia Roubaud. Alors, avant qu'on en vienne à votre parcours et au cœur de votre thèse, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce sujet, et cetera? Il y a une question qui me plaît en ce moment, que je pose, aux collègues que j'interviewe, qui est de savoir pourquoi l'hispanisme? C'est-à-dire d'où ça vous vient? Est-ce que c'est, des origines, familiales? Est-ce que c'est la rencontre avec un enseignant magnifique qui vous a, décidé à aller dans cette voie ou tout autre chose auquel je n'aurais pas pensé? Un peu de tout. Euh, une partie de ma famille est d'origine catalane. J'entretiens des liens particuliers avec la péninsule ibérique. Euh, Depuis que je suis enfant, j'aime les langues étrangères. Depuis toujours, j'entends des langues différentes au sein de ma famille. J'ai appris l'anglais, j'étais tout petit, à l'école, je ne sais plus si c'était à l'école maternelle ou à l'école primaire, ce qui était original à l'époque. Ce n'était pas comme de nos jours où on apprend l'anglais en primaire un peu partout. C'était à la fin des années 70, au début des années 80, et c'était des jeunes étudiants britanniques qui venaient nous apprendre l'anglais. Et donc, bah, j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours baigné dans un univers de langues. Euh, donc, avant tout, j'aimais les langues étrangères. Pourquoi l'hispanisme? Pour des raisons familiales. Et oui, un enseignant en particulier à compter à l'université. Augustin Redondo, avec qui j'ai fait ma maîtrise à l'université Sorbonne Nouvelle, qui m'a donné vraiment envie d'être professeur d'espagnol, d'être enseignant-chercheur, de faire le métier que j'exerce de nos jours. Alors, la question que j'allais poser après, c'est alors la vocation d'enseignant, je vois que Augustin Redondo regroupe les 2, c'est-à-dire la vocation pour l'hispanisme et le désir d'être prof. Très bien. Alors, pour votre parcours, donc vous avez dit à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Augustin Redondo, donc est-ce que c'est là que vous avez fait tout votre parcours, avec une licence, une maîtrise, un DEA? Ou est-ce que vous avez fait d'autres choses, un double, un triple cursus ou un voyage je ne sais pas où? Quelque chose d'un peu original à raconter à le projet Ma thèse et moi? Malheureusement, non, mon parcours n'est pas très original. J'ai obtenu mon baccalauréat en 1992. Je me suis inscrit à l'université Paris 13, donc de nos jours Sorbonne Paris Nord. J'ai fait un DUG, une licence d'espagnol là-bas. J'ai eu surtout la chance de rencontrer d'autres enseignants qui m'ont donné le goût des études médiévales et de l'Espagne de l'époque moderne, en particulier Amaya Arizaleta, Georges Martin, Jean Roudil également, qui m'a fait aimer la linguistique médiévale, et pour l'époque moderne, Pierre Civil. J'ai ensuite fait ma maîtrise à la Sorbonne Nouvelle avec Augustin Redondo, et ensuite mon DEA, je l'ai fait à Sorbonne Université. J'ai travaillé sous la direction de Marie-Claire Zimmermann et Sylvia Roubaud, qui ont été donc les deux co-directrices de ma thèse. Et après mon DEA, j'ai été admis à l'agrégation externe d'espagnol. Alors le mémoire de maîtrise que vous avez fait avec Augustin Redondo, il portait sur quoi?
Il portait sur la deuxième partie du Quichotte, concrètement sur le statut du conte et du conteur dans la deuxième partie du Quichotte. C'est un sujet euh, que j'ai mûri. Je me souviens très bien, c'était un sujet de dissertation qu'avait donné Pierre Civil en troisième année, en ce qui s'appelait à l'époque la licence. Et j'avais fait quelques recherches. Notamment, j'avais lu un livre de Michel Moner qui s'intitule Cervantes conteur et qui a ouvert bien des perspectives de recherche pour moi. Et alors, j'imagine que ce qui vous a fait basculer, entre guillemets, finalement vers une thèse en études médiévales, c'est l'influence des gens de Paris 13. On sait bien que, surtout à cette époque-là, il y avait vraiment un noyau très très solide qui a fabriqué une génération, 2 générations de médiévistes. Mais alors expliquez-nous un peu comment est-ce que finalement vous avez décidé de travailler sur cet objet-là, et après vous me direz pourquoi vous l'avez conçu comme ça, comment en fait, parlez-moi un peu du projet en lui-même de la thèse. Alors déjà, pourquoi le Moyen Âge? Peut-être oui, parce que les cours à Paris 13 m'ont intéressé sans doute. D'une façon générale, j'ai toujours aimé les périodes anciennes, depuis toujours. Le Moyen Âge, l'époque moderne, mais il a fallu faire un choix. Et donc le choix, ça a été les études médiévales. Donc pour les raisons que j'ai données, mais aussi pour d'autres raisons. Pour moi, le Moyen Âge, c'était quelque chose de très concret. Ça évoquait des bâtiments, une architecture. Je passais mes vacances en Catalogne. Donc les édifices bâtis au Moyen Âge, pour moi, ils étaient très, très présents. Je les voyais. C'était, je le répète, c'était très concret. Euh, et je voulais travailler avant tout sur le Moyen Âge catalan. Après, mes deux co-directrices m'ont dit avec raison qu'il fallait aussi travailler sur le- la, la couronne de Castille. Donc j'ai travaillé sur les deux couronnes, mais au départ, voilà, c'était le Moyen Âge catalan qui m'attirait. Et alors, donc, votre thèse, au début, on sait bien, on cherche quelque chose, et puis chemin faisant, et le doctorant est modelé aussi par son sujet, et vous avez l'impression d'être arrivé à démontrer quoi? Qu'est-ce que vous cherchiez et vous êtes arrivé à quoi? Alors, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, par l'écriture de l'histoire. J'ai donc travaillé sur deux chroniques. Une chronique catalane, la chronique de Pierre III, du roi Pierre III de Catalogne, et une chronique castillane, la chronique de Pierre Ier de Castille. Euh, Ce qui m'a intéressé, c'est que c'était deux œuvres vraiment très différentes. Dans l'une, la première, la chronique catalane, le roi s'exprime à la première personne du pluriel et écrit une espèce d'autobiographie. En réalité, bon, il a été aidé par d'autres auteurs. Forcément, dans ce livre, il va justifier sa politique. Il revient sur les années de son règne et il justifie son action politique. L'autre œuvre est une chronique dans laquelle le règne de Pierre Ier est blâmé. C'est un roi qui a été assassiné par celui qui lui a succédé au trône. Et donc, la chronique est une justification de la disparition du roi de Castille. Donc, c'était deux chroniques vraiment très différentes, mais qui pour moi se rejoignaient sur un point, c'était l'écriture de l'histoire, c'est-à-dire comment justifier une action politique ou à l'inverse, un remplacement. Alors, c'est des textes, parce que vous allez voir, je vais avoir des curiosités sur votre sujet de thèse. Alors, est-ce que ce sont des textes qui sont longs, ou enfin, c'est quoi l'ampleur de votre corpus? Alors oui, c'était des textes assez longs.
Alors, ils ont fait l'objet d'éditions, donc je me suis servi d'éditions modernes. Ça représentait, je ne sais plus, mais à peu près 400-500 pages à chaque fois pour les deux œuvres. Et bien entendu, je ne m'en suis pas tenu à ces deux livres. D'ailleurs, mon ambition dans ma thèse, c'était de travailler sur les chroniques françaises et anglaises, en plus. Et je n'ai pas pu, c'était considérable, je ne m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai dû vraiment travailler sur la péninsule ibérique et sur la production de l'époque dans cette aire géographique. Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé, est-ce que parce que je suppose que là, vous avez pas ça peut pas être un plan, vous avez périodisé, c'était plutôt un plan où, comment est-ce qu'on construit des crédibilités, des légitimités politiques, historiques et de l'autre côté, comment on déconstruit ces crédibilités, ces légitimités? Donc comment est-ce que vous avez bâti votre raisonnement? Alors déjà, je me suis servi de mon mémoire de DEA parce que dans mon DEA, j'ai étudié les chroniques, enfin, 4 des principales chroniques catalanes. Euh, donc ça m'a vraiment bien aidé. Ensuite, j'ai utilisé pas mal d'ouvrages de rhétorique. Je me suis intéressé à la construction du discours au Moyen Âge. Donc il y a eu tout un tas de connaissances que j'ai dû acquérir avant de me lancer dans ma thèse. Et ceci dit, euh, euh, une fois que je me suis inscrit en thèse, c'est-à-dire en septembre 1999, évidemment, je n'avais pas toutes les connaissances, je n'avais pas acquis toutes les connaissances. Ça a vraiment été un travail sur la durée. Et alors est-ce que ces textes, ils sont exclusivement sérieux? Ou est-ce qu'il y a des moments, alors j'irai pas jusqu'à drôlatiques, mais est-ce qu'il y a des moments qui sont amusants, des je sais pas, des espèces de paraboles, cocasses peut-être? Non? C'est sérieux? Non, ils sont très sérieux. Euh, non, il n'y a pas de place laissée au rire, par exemple. Et alors la dimension de l'octorialité, est-ce que vraiment ce sont des espèces je dirais pas de témoignages, mais est-ce que ce sont les faits? Alors bien sûr, il y a une instrumentalisation de l'événement, une construction de la figure héroïque ou contre-héroïque et cetera. Mais est-ce qu'on sent une écriture dans ces textes-là? Oui, et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans ma thèse également. C'est une évolution de l'écriture de l'histoire au Moyen Âge. C'était particulièrement flagrant pour Pierre III, puisqu'il écrit une espèce d'autobiographie. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est original pour l'époque, parce que déjà avant lui, un autre roi d'Aragon a écrit une espèce d'autobiographie. D'ailleurs, à plusieurs endroits dans son livre, il la cite, il donne même des détails intimes. Alors, ça rejoint peut-être un peu votre question à propos des détails cocasses. Il donne, donc tout est très sérieux, il y a pas grand-chose de drôle, mais il donne des détails sur sa vie intime. Par exemple, il dit que le soir, avant de s'endormir, il a à côté de lui la chronique de cet autre roi, qui était le roi Jacques Ier, et il la lit. Mmh. Et ensuite, il trouve le sommeil. Donc, oui, la question de l'écriture, de l'auteur, est très prégnante et on voit chez lui une évolution. Et alors, en dehors de cette étiquette générique de la chronique, est-ce qu'à l'intérieur, on pourrait parler de texte hybride avec, alors moi je vais utiliser des étiquettes de maintenant, hein, je suis une misérable ultra contemporanéiste, donc je fais ce que je peux, mais vous adapterez, à votre jargon, local. Est-ce qu'il y a donc à travers cette hybridation, des moments où on pourrait parler d'écriture, du jeu, sous le sceau du journal intime, de la confession, des mémoires? Ou est-ce que non, vraiment c'est très, très ritualisé et qu'on se tient
à la chronique? Alors encore une fois, plus chez Pierre III que dans la chronique de Pedro López de Ayala, la chronique de Pierre Ier. Il y a vraiment une volonté de s'écrire, de se mettre en scène, de se revoir, bien entendu, sous un meilleur jour, Mmh. parce qu'il faut laisser de soi une image favorable. Euh, et on retrouve cet aspect-là dans la chronique catalane que j'ai étudiée. Et alors ces textes, ils circulaient? Oui, il circulait, bien sûr, il circulait. C'était l'objectif, il fallait qu'il soit lu. Euh, et il circulait sous diverses formes. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'influence d'Augustin Redondo dans votre parcours et puis l'importance de vos 2 directrices. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez les évoquer. Et en dehors de ces trois personnes, est-ce qu'il y a, d'autres personnes qui ont été importantes pour la réalisation de cette thèse, la conception, voire l'écriture de cette thèse et que ces personnes appartiennent à la sphère universitaire ou peut-être la sphère, plus personnelle? Alors, dans la sphère universitaire, non. Peut-être, je ne sais pas si je parlerai de mon parcours professionnel ou... C'est vous qui voyez si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous ont aidé ou inspiré pendant cette traversée de la thèse et que, à l'occasion de cet entretien, vous pouvez évoquer et peut-être, remercier ou saluer, c'est vous qui voyez. Alors, en dehors de mes deux co-directrices, qui ont vraiment fait un travail formidable, mes proches, bien entendu, ma famille, j'ai pu compter sur leur soutien. Euh, j'ai commencé ma thèse, je me suis inscrit en septembre 1999 et ça a coïncidé avec mon entrée dans la vie active, puisque j'ai Mmh. eu l'agrégation en juillet 1999. J'ai enseigné euh, en, en lycée à partir du 1er septembre 1999. Donc j'ai dû mener de front plusieurs choses. Euh, Mon travail d'enseignant et mon travail de doctorant. Mmh. Donc mes proches ont vraiment été très importants dans la mesure où ça n'était pas facile de faire les deux et j'ai pu compter sur leur soutien. Alors justement, la question suivante, c'était sur les difficultés que vous avez rencontrées pour faire cette thèse. Donc vous avez évoqué, la complexité qu'il y a à arriver à mener de front une vie professionnelle, une vie de doctorant et une vie de famille. Et est-ce qu'il y en a d'autres, des difficultés qui seraient, spécifiques à votre sujet? Je sais bien que, quand les médiévistes en général vous me dites: «Ah là là, moi j'avais le latin, j'ai dû me faire toute une formation préalable». C'est presque une espèce de rite initiatique pour vous, tellement vous avez de bagages à préparer avant de prendre la route. Donc est-ce qu'il y a des difficultés propres à votre sujet à vous? Et après, est-ce qu'il y a des difficultés plus générales que vous avez rencontrées, par exemple, pour l'écriture et que vous voudriez évoquer? Et surtout, quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les résoudre? Mhm. Oui, alors travailler sur le Moyen Âge, ce n'est pas facile, c'est un autre monde, euh, mais c'est passionnant. Donc j'ai mené, comme j'ai envie de dire tout le monde, euh, des, des- des recherches annexes. Enfin, il a fallu que je me forme, que je connaisse parfaitement le contexte politique de l'époque, que je connaisse le contexte culturel, que je connaisse les mentalités de l'époque, de façon à ne pas faire de contresens et d'anachronisme. Mmh, bien sûr. Euh, les, les difficultés, euh, j'en ai eu quelques-unes. Euh, L'entrée dans la vie active, bon, a été quand même quelque chose d'important et ça m'a demandé du temps. Il fallait que je prépare sérieusement mes cours.
Il fallait que j'assure mes cours, que je forme les étudiants en espagnol, que je prépare mes cours, que je corrige des copies, que j'assiste au conseil de classe, enfin bon, que je mène à bien les missions de n'importe quel enseignant dans le secondaire. Mm. Et il fallait malgré tout dégager du temps pour écrire ma thèse. Euh, Au beau milieu de la thèse, donc je l'ai préparée en 1999, j'ai commencé en 1999, je l'ai soutenue le 10 décembre 2003. Au beau milieu de la thèse, j'ai été père pour la première fois. Donc là encore, ça a été d'autres responsabilités et j'ai envie de dire aussi d'autres priorités. Donc ce qui était difficile, ça a été le fait qu'il a fallu travailler parfois par à-coups, parce qu'il y avait des moments où bon, je ne laissais pas ma thèse, je n'ai jamais laissé ma thèse, j'y réfléchissais toujours. Mais forcément, il y a eu des moments où je pouvais moins, moins bien travailler que d'autres. Ça fait partie des difficultés. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est le fait que, alors, je n'étais pas isolé du monde universitaire, dans la mesure où j'avais, en même temps que j'étais enseignant dans le secondaire, j'étais chargé de cours à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant 2 ans, j'ai assuré des cours de littérature médiévale dans cet établissement. Mais je voyais très peu les collègues de cette université. J'assistais à quelques colloques, à des séminaires, à des conférences, mais euh, j'aurais bien aimé faire plus. J'ai moi-même j'ai moi-même lu quelques communications pendant que j'écrivais ma thèse, ce qui me permettait de faire le point, parce que c'était des communications qui portaient sur ma thèse, donc ça m'était utile. Et les contacts avec les autres, les participants, je veux dire, les autres participants des colloques, m'ont été également très utiles, parce que j'écoutais leurs remarques, leurs conseils. Voilà, c'est un peu cet ensemble de choses euh, qui a été difficile pendant la préparation de ma thèse. Alors, certaines des personnes que j'ai interrogées là sur les difficultés m'ont parlé d'angoisse. Quelqu'un m'a même dit récemment, moi j'étais complètement névrosée avec ma thèse. Donc, est-ce que vous avez, alors je dirais pas des angoisses existentielles, mais disons des préoccupations qui vous obsédaient, vous étiez en train de faire quelque chose, je sais pas, des courses, et puis vous pensiez, ah, mais qu'est-ce que je vais mettre dans le petit B de mon grand 3, etc. Voire, est-ce que vous avez rêvé de votre thèse? Alors oui, oui, je travaillais ma thèse même quand je n'étais pas à mon bureau. En revanche, angoissée, peut-être un peu névrosée, non. J'ai toujours... déjà, j'ai pris vraiment grand plaisir à l'écrire, parce que voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait, une époque qui m'intéressait, un domaine qui m'intéressait. Et puis, personne ne m'avait obligé à l'écrire. Donc, euh, angoissé, oui, parfois, Mm. euh, mais relativement serein quand même. Et La plupart du le processus d'écriture, donc agréable, parce que ça, c'est pas la majorité des réponses que j'ai. Donc, c'était un bon moment, l'écriture. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire. Bien entendu, comme beaucoup, j'ai l'angoisse de la page blanche. Commencer un travail, que ce soit une thèse, un livre, un article, enfin, écrire les premières lignes, c'est angoissant, ça m'angoisse, mais je vais au-delà.
Et une fois que je suis parti, ben, je suis parti et j'écris. Et j'ai besoin d'écrire, je vais dire d'écrire à la main. Ah oui. Euh, oui, je passe par, j'ai des cahiers, j'ai des cahiers sur mon bureau et je les noircis et tout part de là. Et après, je passe à, à les- à l'ordinateur. C'est là que je tape et que je peux rendre un travail final. Et alors, cette phase, parce que moi, j'aime, en tant que traductrice, moi, là, c'est plus la traductrice qui est interpellée par cette phrase que la chercheuse. Ça veut dire que ce que vous passez à l'ordinateur, vous recopiez, ou c'est une espèce de traduction en langage numérique de ce que vous avez écrit à la main? Non, je ne recopie pas, oui, c'est une espèce de traduction et ce n'est pas fini. C'est-à-dire, il y a encore une phase. Bon, une fois que j'ai tapé, le travail est presque fini. Je n'ai plus qu'à le relire, mais là encore, je passe par, euh, par l'écriture manuscrite pour vraiment le considérer comme achevé. J'ai toujours aimé écrire. Voilà. Et les cahiers de la thèse, vous les avez toujours? Oui. Ou d'accord. Bon, il y en a une quantité industrielle ou c'est 2 ou 3? Alors, j'avais pris un classeur. Ah, un classeur. C'était des feuilles volantes. Et il y a bien 200 pages écrites à la main. J'ai fait pareil pour mon inédit d'habilitation à diriger des recherches. J'avais acheté un cahier spécial et j'ai noirci pas loin de 200 pages également. Et alors de temps en temps, par, une espèce de nostalgie, vous les ouvrez ces cahiers ou non, ils sont dans un tiroir et puis vous savez qu'ils existent, mais ça vous suffit? Oui, oui, je les regarde toujours. Je les regarde toujours. Oui, par nostalgie, c'est possible. Mais je les consulte toujours, ou ne serait-ce que pour trouver des idées, peut-être des choses que je n'ai pas, des idées que j'ai eues, mais que je n'ai pas pu creuser. Mmh. Euh, et j'essaie de voir si elles sont exploitables ou pas. Euh, Ma thèse, concrètement, je l'ai relue, enfin, euh, je l'ai feuilleté hier pour préparer l'entretien d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois auparavant je l'ai ouverte. Je me souviens, il me semble que je l'ai ouverte avant la soutenance pour me préparer aux questions des membres du jury. Et je l'ai ouverte, ça j'en suis certain, au moment où j'écrivais la synthèse de mon dossier d'habilitation à diriger des recherches, pour savoir où j'en étais à peu près en 2003. Mon dossier, je l'ai soutenu en 2016. Donc, voilà, savoir où j'en étais 13 ans auparavant. Et alors, donc ces petits carnets, quand vous replongez dedans, au hasard de l'inspiration, de l'envie ou parce que vous cherchez une idée et cetera, heu, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment vous qui les avez écrits? Ou est-ce que c'est presque un autre parce que le temps passant, vous à la fois vous voyez des belles idées, voire des fulgurances et en même temps de grande naïveté et vous vous dites, «Quel jeune homme, intéressant et amusant tu étais à l'époque»? Oui, c'est exactement ça. Je crois que tout est très bien résumé. Oui, oui, c'est ça. Alors évidemment, je relis ça avec de la nostalgie. C'était moi il y a un peu plus de 20 ans, puisque j'ai commencé à écrire au siècle dernier, en 1999. Et donc oui, il y avait de bonnes idées, et puis bah, il me manquait des connaissances, bien sûr. Donc parfois vous souriez, vous vous faites sourire vous-même. Oui, mais c'est jamais méchant, c'est-à-dire je me moque pas. C'est c'est un, comment dire, une espèce de photo de moi à un moment donné. Mmh. Et pour cette raison, enfin, mon regard est attendri, mais jamais, il est critique, mais jamais trop critique.
serait amusant de faire un article, non pas de génétique textuelle, mais d'autogénétique textuelle à partir de vos carnets. Si ça se trouve, c'est ce que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, hein, cette chose-là. Mais pour écrire ma synthèse, oui, j'ai Alors, regardé mes carnets mmh, et ça m'a été utile pour la synthèse pour du la dossier synthèse, d'habilitation, ouais. Mmh. d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant j'en viens à la soutenance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Oui, alors il y avait, je prends l'exemplaire, je ne veux oublier personne. Dominique de Courcelles, qui était directrice de recherche au CNRS, Jean-Pierre Jardin, professeur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Georges Martin, qui à l'époque était professeur à l'ENS de Lyon, Sylvia Roubaud, professeur à l'université, à Sorbonne Université, et Michel Zimmermann, qui était professeur à l'université de Versailles 50 ans en Yvelines. Et alors, quel souvenir est-ce que vous gardez? Alors, je vais être un peu plus englobante que simplement la soutenance. La soutenance, bien sûr, mais la journée, globalement. Le matin avant, le soir après? Je me souviens d'un moment très précis. Bon, j'habitais en banlieue parisienne et je suis allé à la Sorbonne en voiture. Et j'ai garé la voiture dans un parking sous-sol à côté du Panthéon. Et j'étais avec mon épouse et j'ai tenu la porte à quelqu'un. C'était Claude Allègre, le ministre de l'Éducation nationale, qui venait de faire sa sortie, il me semble, hein, sur l'éducation nationale et le mammouth. Voilà, donc je me souviens très bien de cet instant. Ensuite, le moment lui-même, oui, le matin, j'étais stressé, bien sûr. Euh, Stressé par la soutenance. Mais une fois que, bon, et le midi, je n'ai presque rien mangé. J'ai soutenu, c'était une belle salle, c'était la salle des actes à la Sorbonne. Mmh. Une fois que je suis entré dans la salle des actes, je n'ai plus eu peur. J'étais, je ne sais pas, hein, concentré, mais je n'ai plus éprouvé la peur que j'éprouvais le matin. Et ensuite, la soutenance en elle-même, ça a été un moment très enrichissant. J'ai beaucoup appris. Les, les commentaires qui m'ont été faits m'ont été très utiles. Et je me souviens aussi du moment après, c'est-à-dire le pot de thèse que j'avais fait au Club des enseignants de Sorbonne Université et où j'ai pu discuter librement avec les présents, avec les membres du jury. Ça a été un très bon moment. Alors, est-ce que, vous avez éprouvé la même chose au moment de votre soutenance d'HDR? Euh, oui, mais comment dire, euh, j'étais peut-être très insouciant pour la soutenance de ma thèse. Je l'ai été moins pour la soutenance de mon dossier d'habilitation qui s'est très bien passé, mais là j'étais moins libéré. Je n'étais pas dans le même état d'esprit. Mmh. Et à l'arrivée, c'est un meilleur souvenir ou vraiment c'est tellement différent que ça ne se compare pas? Ce sont deux souvenirs différents. Mmh. Disons que je pense que le côté insouciant de la soutenance de thèse, pardon, c'est que les membres du jury, ça n'était pas des collègues, Oui. tandis que pour l'habilitation à diriger des recherches, c'était des collègues. Euh, donc le, le rapport qui m'unissait avec les membres du jury n'était pas le même. Donc ça a été deux moments vraiment deux moments marquants, deux moments importants dans ma carrière, euh, qui m'ont enrichi tous les deux
pas au même niveau, et je ne les ai pas vécues de la même façon non plus. Je pense que tout simplement c'est l'âge, l'expérience, tout un tas de facteurs qui font que ça a été des moments différents. Mais aussi, bon, le, la soutenance de thèse, c'est le début de quelque chose. Euh, ça a été pour moi, j'ai été recruté par Nantes Université en septembre 2004, hein, donc juste après la soutenance de ma thèse. Donc ça a été le début de quelque chose. Et la soutenance d'habilitation, ce n'est pas que ça a été la fin de quelque chose, mais c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et le début d'autre chose. Je comprends Euh, bien. Ça n'était pas pareil. Et alors, sur quoi portait votre inédit? Alors l'inédit portait sur une chronique. J'ai continué à étudier le discours historique. Après la soutenance de ma thèse, j'ai poursuivi mes recherches. Concrètement, je me suis interrogé sur la construction du savoir historique, en particulier au XVe siècle, et à la question de l'esprit critique des historiens et des lecteurs du XVe siècle. J'ai travaillé non plus sur... j'ai choisi d'autres textes. Je n'ai plus travaillé sur les textes que j'ai étudiés pendant ma thèse. J'ai choisi d'autres œuvres, et en particulier des œuvres fabuleuses, c'est-à-dire pseudo-historiques, Mm. euh, des chroniques présentées comme authentiques, mais qui en réalité ne l'étaient pas. Par exemple, la chronique du dernier roi wisigoth et chrétien de la péninsule ibérique, Rodrigue, écrite vers 1430 par quelqu'un qui s'appelait Pedro de Corral, qui manquait de documents et qui donc les a inventés. Mm. Et qui s'est servi également, qui a beaucoup lu certainement des romans de chevalerie, et qui s'est servi de ces lectures pour écrire ce livre. À partir de là, voilà, j'ai élaboré un corpus de textes sur lesquels je me suis appuyé pour travailler sur la construction du savoir historique et l'esprit critique au XVe siècle. Et tout ceci m'a conduit jusqu'à un livre que j'ai étudié dans mon inédit, un livre qui était connu mais pas très connu, une chronique portant sur l'histoire de l'émirat de Grenade entre les années 1220 et 1492. C'est une œuvre qui, jusqu'à ce que je l'étudie, était attribuée à Fernando de Pulgar, qui était le chroniqueur des rois catholiques, qu'on considérait comme ayant été écrite vers 1492. Et j'ai voulu démontrer que cette œuvre était un faux, que c'était une œuvre apocryphe, et qu'en réalité, elle a été écrite par un auteur que j'ai plus ou moins identifié, mais en tout cas promu par une famille de Morisques de Grenade entre les années 1570 et 1602. Dans ce livre, cette famille rend hommage aux ancêtres musulmans du lignage. Et donc, elle réécrit, la famille fait réécrire l'histoire de l'émirat, qui est une histoire vraiment invraisemblable, qui est proposée au lecteur. Donc voilà, euh, toutes mes recherches, depuis ma thèse aux recherches menées pour le dossier d'habilitation, à diriger des recherches, m'ont conduit jusqu'à cette œuvre. Voilà, oui, on voit bien l'affiliation, le lien entre les recherches de thèse, les recherches de l'habilitation. Il y a vraiment une unité. Autant parfois on a une recherche de doctorant qui est liée aux études qu'on a pu faire et au corpus qu'on a eu en licence, etc. Et puis après, on passe à autre chose. Moi, je vois bien dans ma recherche, j'ai envie de dire, de grandes personnes
C'est-à-dire d'universitaire, je suis partie sur toute autre chose que mon auteur de thèse, même si je le travaille régulièrement. Là, je vois bien qu'il y a 2 entités, enfin 2 identités qui cohabitent. Là, vous, c'est clair C'est qu'il y ça. a une grosse unité. Enfin, voilà. Et alors, Oui, et puis, oui, dites-moi. pardon, et puis ça m'a permis, ce travail me permet encore maintenant de concilier mon goût pour le Moyen Âge et l'époque moderne, Ouais. puisque c'est quelque chose que j'aime depuis les débuts, depuis que je fais des études, mais il a fallu faire un choix. Mmh. Maintenant, je peux travailler sur ces 2 périodes, je peux concilier les 2 périodes et c'est vraiment c'est très, là aussi très enrichissant et ça m'ouvre beaucoup de perspectives. J'ai pu aussi concilier, mon goût, enfin heu, j'aime, la culture orientale, et donc travailler sur, l'émirat de Grenade m'a permis de cultiver ce goût, pour la culture, orientale, qui est aussi une de mes cultures. Mmh. Et alors, en tant qu'enseignant, donc, en quoi ce travail de thèse, influence le prof que vous êtes? Et la question que je pose à tous les médiévistes, c'est, comment le Moyen Âge, ça s'enseigne à des étudiants de maintenant? Vaste question. J'essaie de rendre le Moyen Âge concret. C'est-à-dire que dans mes cours en troisième année, je fais travailler beaucoup les étudiants sur, des pages de manuscrits numérisés ou sur des exemplaires imprimés. Et j'essaie donc de j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais besoin du papier pour écrire. J'ai besoin du contact avec le papier. Je me dis que peut-être les jeunes de maintenant, pour leur faire comprendre ce qu'était le Moyen Âge, eh bien, on peut passer par le contact, même si les, les manuscrits que je propose, ce sont des exemplaires numérisés. Mmh. Mais les étudiants voient quand même à quoi ressemblait une page d'un manuscrit, comment est-ce qu'on écrivait, euh, quel était le type d'écriture, comment est-ce qu'on lisait aussi ces manuscrits, puisqu'il y a beaucoup de commentaires marginaux laissés par des lecteurs. Voilà, c'est un des moyens euh, qui me sont utiles pour faire des cours sur le Moyen Âge espagnol. Il Et y en a d'autres. pour ce qui est de l'imaginaire, des valeurs, des croyances et cetera, comment vous faites? Alors une fois que vous avez l'objet livre, enfin l'image de l'objet livre, comment vous avancez? Parce qu'il y a le problème de enfin «le problème» entre guillemets, de la langue et puis, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est très, très exotique. Donc progressivement, vous C'est allez très exotique. le scène débat, le Galilei Dimna, les petites, comment vous faites? Alors pour les mentalités, pour décrire les mentalités médiévales, cette fois-ci, je passe par les œuvres et non plus par les manuscrits, par des éditions critiques récentes d'œuvres en majorité de fiction, que ce soit alors plutôt des œuvres du XVe siècle, parce que la langue me semble plus abordable. Donc des œuvres de fiction, des extraits de romans de chevalerie, ou d'autres genres comme la Cárcel de Amor, c'est-à-dire le roman sentimental, la poésie aussi. Euh, voilà, là pour traiter des mentalités médiévales, je prends appui sur ce genre de texte. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Le premier conseil, c'est d'aimer la recherche. Enfin, quand on se lance dans l'écriture d'une thèse, ouais, il faut aimer ça. Ça a l'air bête, mais enfin, il faut quand même le signaler. Et ne pas se décourager.
Il y a forcément des moments où on est moins inspiré que d'autres. Il faut accepter ces moments qui font sans doute partie du cheminement normal dans la rédaction d'une thèse. Il faut accepter ces moments, les prendre comme ils viennent, les laisser passer et se remettre au travail. L'autre conseil que je donne, c'est de ne jamais laisser la thèse de côté, quels que soient les, les événements de la vie. Il faut toujours l'avoir, enfin, toujours avoir à portée de main un carnet, ou Mmh. quelle que soit la façon de travailler de chacun, euh, toujours continuer à travailler pour sa thèse. Bon, le petit carnet, c'est une bonne idée. Je pense que je vais en parler à mes doctorants. Ou un dictaphone, j'utilisais aussi j'ai Ah, pas le mal dictaphone. utilisé les dictaphones. Oui. Ah oui, oui, pourquoi pas. Et alors pour finir, est-ce que vous pouvez prendre, votre thèse et nous en lire la première phrase, le cas échéant, deuxième et troisième, si vous paraît que ça fait davantage sens, et puis nous en faire un commentaire rétrospectif. Qu'en pensez-vous de cette attaque? Alors, c'est la première phrase de l'introduction. Au premier jour de l'été 1999, nous réfléchissions à la suite que nous allions donner à notre mémoire de DEA, qui traitait déjà de l'historiographie catalane. Point. Ce que j'en pense, c'est que j'ai voulu faire le lien avec mon mémoire de DEA. Euh, j'ai voulu... euh, c'est pas facile comme question, je ne sais plus Et ce là, que j'ai... c'est un lien personnel. Vous êtes un certain nombre comme ça à avoir commencé en vous impliquant, en mettant le «je» au cœur du travail et d'autres pas du tout. C'est-à-dire c'est purement informatif et les enjeux de cette thèse, c'est ça et hop, j'attaque comme ça et cetera. Alors que là, vous vous impliquez. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'après, ça s'est complètement effacé? Je dis pas que c'est ni moins ni mieux ni moins bien, hein. On voit bien la personnalité du chercheur en fonction de elle en dit long en fait cette première phrase. Même si après on prend de la distance et cetera et là, j'aimerais bien savoir si cette implication, cette présence du «je» à l'intérieur de votre thèse, on la retrouve tout du long avec une espèce de recul réflexif, éventuellement qu'on retrouverait en conclusion, la boucle serait bouclée ou est-ce que, vous l'avez abandonné, vous l'avez laissé dans le frontispice de votre travail? Non, je me suis impliqué dans mon travail du début jusqu'à la fin. Hem, heu, mais je me rends compte que par la suite, je veux dire dans la suite de mes travaux, heu, je je l'ai moins employé, c'est vrai. Je me suis plus effacé, et c'est vrai que je n'ai pas écrit, enfin les premiers mots de mes autres travaux. Je n'ai pas souvenir de m'être autant impliqué. Je pense qu'ils étaient plus consacrés au contexte des œuvres étudiées, heu, qu'à autre chose, plus qu'à autre chose. Alors, du coup, je suis très curieuse de savoir quelle est votre dernière phrase. Si vous voulez bien prendre le gros volume et aller à la fin, dites-moi Mmh. comment vous avez fini. Par leur qualité propre, Pierre III et Pedro López de Ayala s'imposent comme 2 figures majeures de la littérature médiévale. Ah là, pour le coup, c'est une conclusion, informative. C'est le Voilà, bout du raisonnement. voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup, pour cet entretien, d'avoir accepté de participer, au projet Ma thèse. Merci. Merci à vous.